Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, 29e édition. Et oui, 29e édition, bientôt la 30e. On vous promet un bel événement pour fêter nos 30 numéros. Ça fait déjà 3 saisons que nous sommes avec vous. Et ce numéro ne serait pas celui qu'il est si vous n'étiez pas là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec nos confrères de Capital.fr. Le grand rendez-vous de l'immobilier, je vous le rappelle, c'est le décryptage de l'actualité, que vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à nous écrire. On vous en remercie bien chaleureusement. Les experts, comme d'habitude, ça vous concerne, avocats, experts comptables, notaires, agents immobiliers, vous donnent tous les conseils de décryptage mensuels, notamment vous posez toutes vos questions sur la page Facebook, les proprios, sur la page Facebook de Capital, accompagné de mon confrère préféré, Guillaume Chazoulière. Ça va, Guillaume ? Ça va, Sylvain? Bonjour. Alors, pour ce 29e numéro, mon cher Guillaume, on va parler de ce qui fait grincer un peu, c'est la loi climat et résilience. Oui, une loi qui vient issue des propositions de la Convention citoyenne, on le rappellera, et qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous allons nous intéresser donc aux conséquences de ce texte, notamment sur le logement. Et on va décrypter ça donc avec le rapporteur du texte sur la partie logement, en tout cas du texte à l'Assemblée nationale, Michael Nogal, député LREM. Bonjour Michael. Bonjour. Nogal. Bonjour Michael Nogal, je rappelle que vous êtes député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Alors des titres, vous en avez beaucoup, on va en parler, mais en tout cas, ce dossier de la loi climat-résilience fait beaucoup grincer. On va essayer de donner les clés de lisibilité à nos amis, et pour changer un petit peu de style, ce sont surtout beaucoup de particuliers qui nous écoutent, bien évidemment. Alors comme chaque mois, on retrouvera d'ailleurs les rendez-vous habituels, les éditos de David Benbassa, le directeur général de Bien Ici, et son focus IMO, la chronique de Gwenaël Lejeune de l'UFC Que Choisir, très important, c'est la nouvelle version qu'on vous a promise, qui fonctionne très très bien, et nous avons bien sûr nos experts, avocats, notaires, agents immobiliers qui viendront répondre à vos questions. Bienvenue dans ce 29e numéro, et on enchaîne tout de suite pour la première partie de l'interview. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Alors, vous êtes toujours avec nous pour cette 29e édition du Grand Rendez-vous de l'Immobilier avec nos partenaires de Capital. La loi climat est en cours d'examen au Parlement et elle est aussi une loi, on le sait, qui va avoir de lourdes conséquences sur le secteur du logement. Pour en parler avec nous et pour décrypter les principales mesures déjà votées en première lecture à l'Assemblée nationale, nous avons donc le plaisir d'accueillir le député LREM de la 4e circonscription de Haute-Garonne, Michael Nogal, qui est aussi rapporteur du texte pour la partie logement. Merci d'être avec nous, Michael Nogal. Et comme de coutume, je laisse la parole pour la première question à Guillaume Chazoulière. C'est gentil Sylvain. Mais je vous en prie, mon cher Guillaume. Alors bon, rebonjour Michael Nogal. La loi climat acte donc l'interdiction de location des passoires thermiques. Les passoires thermiques, c'est les logements les plus mal isolés du parc, selon un calendrier bien précis, il y a plusieurs dates. Et on va commencer par là. Donc, quelles sont donc ces dates clés que chaque propriétaire bailleur va devoir maintenant avoir bien en tête à l'avenir ces dates d'interdiction. On expliquera aussi l'objectif de tout ça, parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait être perçu comme une contrainte. Je montrerai tout à l'heure que c'est une belle opportunité. Vous en aurez l'occasion, et puis notamment on a fait un petit micro-trotte, vous verrez. Donc les passoires thermiques, elles vont être interdites. Les étapes. D'abord, vous savez qu'en 2019, on a adopté la loi énergie-climat, qui était les prémices de cette loi climat et résilience. Donc à partir du 1er janvier 2023, c'est les 90 000 pires logements, pires passoires thermiques classés G, qui vont être interdites de mise en location. Il faut les rénover si ces propriétaires veulent continuer à mettre en location. À partir du 1er janvier 2025, c'est tous les logements classés G, donc ça représente à peu près 600 000 logements. En 2028, on ajoute 1 200 000 logements qui appartiennent à la classe F. Et j'ai ajouté par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée nationale l'échéance de la sortie des passoires E en 2034. Donc entre 2021 et 2034, le défi à relever, c'est de rénover 4,4 millions de logements, sans quoi ils ne pourront plus être mis en location. Mais je rappelle quand même que toutes les aides publiques, et notamment MaPrimeRénov', qui est de plus en plus connue, s'adressent à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs qui, eux, sont concernés. On en parlera des aides, effectivement, mais concrètement, si demain, il y a une interdiction qui me tombe dessus, qu'est-ce que je risque si je loue quand même ?
En fait, ce qu'on a choisi dans la loi climat et résilience, c'est de faire passer les passoires thermiques dans les logements dits non décents. C'est-à-dire que, par exemple, un logement, vous le savez, je vais donner quelques exemples, mais un logement qui ne contient pas, un logement de moins de 9 mètres carrés, par exemple, ne peut pas être mis en location. Donc ça fait partie des éléments. Exactement, ce sont les mêmes règles, les mêmes mécanismes juridiques. Et les mêmes moyens coercitifs pour t'obliger à ne pas louer, bien évidemment. Et les mêmes moyens avec des recours possibles de la part des locataires, ce qui n'était pas possible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on a des locataires qui subissent ces situations. Très concrètement, on parle de passoires thermiques, de lettres, mais derrière, il faut se rendre compte ce que c'est de vivre dans un logement classé F ou classé G. C'est des factures énergétiques énormes, c'est un confort dans le logement qui n'est pas au rendez-vous. Donc ce n'est pas des conditions dignes, décentes pour les Français. Ce qu'on veut faire avec cette loi climat et résilience, c'est de faire en sorte que les Français vivent mieux, que les propriétaires possèdent des biens avec une valeur plus importante, parce qu'un logement rénové demain, c'est un logement qui se vend mieux, c'est un logement avec une plus grande valeur également financière. Et donc ce qu'on veut faire, c'est accompagner ce mouvement et ne pas oublier évidemment les propriétaires occupants. Je vous sais peu avare de controverses et même de débats. Donc on peut se dire les choses comme elles sont. Bien sûr, j'aime le débat. Donc voilà, les étiquettes G et ensuite étiquettes F seront retirées tout simplement du marché en l'absence. Attendez. Oui. Soyons précis. En l'absence de travaux de rénovation énergétique, c'est bien qualifié dans cette ce lettrage, on va dire, tout à fait, ne seront plus disponibles à la location. Tout à fait, on en parlera tout à l'heure avec le DPE. Toute personne louant un bien classé F ou G sera un contrevenant au sens de la loi. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Ces deux on est d'accord, c'est 2034. Pour les E, 2028 pour les F, 2028. Et 2025 pour les G. On va s'arrêter entre 2025 et 2028, vous êtes d'accord ? Bien sûr. Ok, ça représente, si on prend la lettre F et G, un tiers aujourd'hui des logements mis sur le marché. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui. Ok, j'enchaîne. Comment on va faire, vu le volume, alors qu'on sait que la demande dans l'ancien est très forte, compression, parce que comme vous le savez, la politique assez erratique de ce gouvernement a provoqué un choc dans le neuf qui est sans précédent. Il faut remonter jusque dans les années 82 pour retrouver si peu de stock dans le neuf, mais ça vous le savez déjà, monsieur le député. Comment on va faire à l'horizon de 5 ans, 6 ans, alors que déjà on est en berne au niveau du neuf, de l'offre de logement, pour la location notamment, avec des personnes qui ne pourront plus se loger du tout. On est d'accord pour le côté décent, mais je vais prendre un autre exemple. Vous citez que les lettres G et les lettres F, ou on va prendre la lettre G et la lettre F, pour certains immeubles dans Paris, ce sont des immeubles haussmanniens de très bonne facture, vous le savez aussi. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a dit il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur. N'y pensez même pas, ce sera non. Grosse difficulté d'intervention de rénovation par l'intérieur, comme vous le savez, parce qu'on a des grosses difficultés, puisque l'absence d'une rénovation de la copropriété à l'échelle de la copropriété pose un véritable problème. Comment vous allez répondre aux Français qui ne pourront plus trouver un logement décent sur le marché, puisque non seulement les propriétaires qui ne voudront pas faire les travaux, parce que pas incités, retireront tout simplement leurs biens du marché, le laisseront peut-être vacant, ou essaieront peut-être de le vendre. Risque de désinvestissement, risque de compression du marché et une demande pléthorique. Comment on va la satisfaire Alors, tout ça, on y répond grâce à la loi climat et résilience. D'abord, il faut retenir 3 choses. Grâce à la loi climat et résilience, on va donner un égal accès à l'information à tous les Français grâce au guichet unique sur la rénovation énergétique qui vont être déployés sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation où c'était assez difficile, assez disparate l'accès à l'information sur la rénovation énergétique. Là, on l'organise avec des guichets uniques et des maisons France Service qui vont être des points d'entrée, des points d'information de tous les Français. Les maisons France Service, c'est 1000 maisons dans tous les cantons de France. C'est-à-dire que vous habitiez au centre de la capitale, à Toulouse ou au fin fond du Gers ou de la Creuse, vous pourrez avoir accès à cette information qui était plus difficile aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui est inscrit dans la loi climat et résilience. À la suite des travaux d'Olivier Sichel, le numéro 2 de la Caisse des dépôts, qui a été missionné par le gouvernement pour justement faire des propositions pour accélérer la rénovation énergétique dans notre pays,
on crée la fonction d'accompagnateur rénov', c'est-à-dire un accompagnement clé en main de A à Z pour la rénovation énergétique. Très concrètement, c'est une personne, un professionnel, qui va venir chez vous et à partir des documents d'information que sont le DPE et l'audit énergétique, eh bien, cette personne va vous guider dans tout le processus de rénovation, de l'identification des travaux à réaliser. Est-ce que c'est les menuiseries à changer? Est-ce que c'est le système de chauffage? Est-ce que c'est l'isolation des combles de votre logement? Tous les 6 postes de travaux, on regarde les 6 postes de travaux. Vous avez vu le volume que ça représente? Sur lesquels, oui, mais je continue. 1 million de personnes qui vont accompagner 1 million de logements, c'est quoi? Je vais continuer. Donc, l'accompagnateur rénov' qui va au-devant des Français pour justement les accompagner jusqu'au rendu des travaux et jusqu'à l'évaluation de la performance des travaux qui sont réalisés. Donc on s'arrête là-dessus parce qu'on est très pratique, on ne fait pas trop de politique. Qui ça sera, cet accompagnateur? Alors ça peut être... Et est-ce qu'il y aura un surcoût? Ce sera un espèce d'architecte de la rénovation énergétique? Forcément. Qui ça sera? Mais typiquement, combien je le paierai, moi? Mais attendez. Alors ça peut être... Non, mais le DPE est devenu opposable. Okay, je vais préciser les choses sur je vais préciser les choses sur l'accompagnement. Accompagnateur, ouais. C'est important que les auditeurs vous en faites la pierre de vous, la pierre angulaire de votre projet de loi sur la rénovation énergétique, mais personne ne sait comprendre qui est cet accompagnateur. En fait, ça pourrait être... On veut massifier la rénovation énergétique, donc ça pourrait être à la fois des acteurs associatifs, des acteurs privés ou des acteurs publics. La seule condition pour exercer cette mission d'accompagnement sur la rénovation énergétique, c'est de bénéficier d'un agrément de l'État. Aujourd'hui, je cite un exemple, l'association Solia, qui a un réseau partout en France, dispose de cet agrément pour faire l'accompagnement. Mais la rémunération par l'État de cet accompagnement est trop faible aujourd'hui pour massifier cette rénovation. C'est de l'ordre de 150 €. Voilà. Demain, on estime, notamment grâce aux travaux d'Olivier Sichel que je salue, on estime qu'un accompagnement correct, sérieux, rigoureux, ça coûte entre 1 200 et 1 500 €. Et là, l'idée, c'est de faciliter, de financer cet accompagnement pour l'ensemble des Français qui cherchent à faire des rénovations globales dans leur logement. Donc, on aura des architectes qui sont en mesure de faire cet accompagnement. On aura des associations. Il peut y avoir des entreprises privées qui bénéficient de cet agrément et qui conventionnent aussi avec les collectivités. Parce que pour faire en sorte de faire monter en compétences et de massifier la rénovation énergétique, on veut que ce soit un travail partenarial entre l'État qui donne l'agrément et la collectivité avec qui ces professionnels sur le terrain vont conventionner. De sorte que aussi les élus locaux aient une visibilité très claire sur qui fait les rénovations dans mon territoire. Je récupère, parce que ce n'est pas de la politique, mais c'est quand même très pratique. Comment on fait pour, sur un délai aussi court pour justement rénover pratiquement 1 million de logements? On a rappelé les échéances. La classe G, c'est 600 000 logements qui sont concernés. Il y a un calendrier. C'est énorme, mais je vais terminer sur les 3 points. Je parlais d'un égal accès à l'information, l'accompagnement. Le 3e volet, qui est aussi très important, c'est le volet du financement. Ouais. Comment on fait pour, en France, maximiser cette rénovation énergétique, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires de passoires thermiques qui sont des propriétaires modestes. Et vous me connaissez, Sylvain, j'ai toujours défendu l'idée que les propriétaires n'étaient pas des riches et des rentiers. Saluons aussi, puisqu'on ne peut pas ne faire que critiquer ce gouvernement, saluons l'action de l'extension de MaPrimeRénov' à l'échelle de la copropriété, qui est une véritable avancée. Exactement. Donc vous parlez de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', ça fait suite au crédit d'impôt pour la transition énergétique. Aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est une aide directement perceptible qui est ouverte aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, en copro ou en maison individuelle. On s'adresse à tous les Français. Et l'aide est dégressive en fonction de vos revenus. Le copropriétaire peut solliciter, ainsi que le syndicat des copropriétaires. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est aussi comme ça. Les bailleurs. C'est en donnant, vous parliez du sujet des copropriétés, c'est en donnant la capacité financière aux copropriétés. On sait que c'est difficile pour une copropriété d'emprunter pour faire des travaux de rénovation énergétique. MaPrimeRénov' est là pour solvabiliser aussi les ménages qui vivent en copropriété. Et par ailleurs, parce que la rénovation énergétique en France, ce n'est pas financé que par l'argent public. Je salue le travail d'ailleurs des fournisseurs d'énergie qui cotisent avec les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, qui participent au financement. Je salue l'action du groupe Action Logement qui vient aussi proposer des aides supplémentaires. Et puis les collectivités locales qui souvent bonifient les aides publiques pour, j'allais dire, encourager l'ensemble des... Voilà. Donc en fait, il faut se rendre compte qu'avec tous ces outils, on passe dans une autre dimension pour accélérer la rénovation énergétique. MaPrimeRénov', c'est 250 000 dossiers déposés
depuis le début de l'année. On est au mois de mai. Depuis le début de l'année, on a déjà 250 000 propriétaires. C'est un beau succès. Et donc, pour répondre à votre question initiale, est-ce que c'est pas trop ambitieux? Non, je dis que non, parce qu'on va réussir déjà dès 2021 à faire en sorte que de nombreux Français, des centaines de milliers de Français puissent rénover leur logement. Et donc, sortir des passoires thermiques, 600 000 passoires thermiques en 2025, puis 1 200 000 supplémentaires en 2028, c'est largement possible. Alors justement, le point sur les aides, sur les copros, vous en avez parlé, un petit mot, ça marche ou pas? Ça me paraît un peu complexe encore comme système, mais que, grosso modo, les copros s'en emparent depuis le début de l'année. J'ai pas eu de retour là-dessus. En fait, depuis le début de l'année, c'est possible pour les copros, mais est-ce que ça marche? C'est possible d'ouvrir le dossier, les aides sont débloquées à partir du 1er juillet. Il y a juste eu un décalage. Il y a des copros qui commencent à solliciter des dossiers ou pas? Bien sûr, vous avez un retour là-dessus? Oui, enfin, ça commence. Donc, ça prend. Et la deuxième chose, je crois que dans le projet de loi de climat, vous parlez d'un prêt, qui existe déjà d'ailleurs, un prêt avance mutation. Un mot là-dessus. Oui. Le prêt avance mutation, c'est rapidement parce qu'on a un micro-trottoir après. On a tout un micro-trottoir et puis on a deux parties. Mais c'est important pour. Je disais, il y a des aides publiques. Il y a toujours un reste à charge pour la rénovation énergétique, et on sait que des Français, même si le reste à charge il est de 1 000 ou 2 000 euros, certains Français ne pourront pas débourser cet argent. Donc on va utiliser un dispositif qui existe depuis quelques années dans la loi, mais qui n'a jamais été utilisé par les banques, c'est le prêt avance mutation. Le principe de ce prêt, il est très simple, c'est-à-dire que le propriétaire qui emprunte ne paye que les intérêts chaque mois de ce prêt, et il rembourse le prêt avec la mutation du bien. C'est-à-dire au moment de la vente, il n'a donc pas à avancer. C'est comme un crédit in fine, quoi. L'idée, c'est de repousser. Il paye les intérêts d'emprunt, le remboursement. Et le nominal, il le paye une fois qu'il a vendu. Exactement, voilà. Et s'il le vend dans 10 ans, dans 20 ans? C'est pareil, l'idée. Et ça, qui distribuera ce prêt? Alors, il y a des discussions avec les différents établissements bancaires. Je rappelle le prêt garanti par l'État qu'on a mis en place pour sauver un grand nombre d'entreprises. C'est le même mécanisme. Avec la loi climat et résilience, en fait, c'est le gouvernement, l'État, qui apporte sa garantie auprès des établissements bancaires. Et c'est ça qui nous fait penser. C'est ça qui nous fait penser qu'elles vont être plus à même de le proposer. Ça sera l'objet, pardonnez-moi, mais je suis quand même garant du temps, mon cher Guillaume. Non, deuxième partie, on parle que du DPE. Il est très dynamique, notre Guillaume. Alors, j'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien. Après, on parle que du DPE. J'aimerais bien les banques joueront le jeu, et on commence les discussions avec elles. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux dispositions notamment de cette loi, puisque les propriétaires qui vont lancer des rénovations disposeront d'accompagnateurs. Effectivement, vous avez signé tout ça. On a essayé voilà, vous savez comment on fait à la radio, d'appeler les passants en leur posant un petit peu la question. Voilà. Parce qu'effectivement, on voit bien que dans le dispositif, vous cherchez à inciter les propriétaires plutôt qu'à les obliger. On est d'accord là-dessus. C'est un parti pris. Exactement. En fait, vous voulez motiver tout le monde, c'est une bonne chose. Vous voulez faire ce qu'on appelle en anglais de la green value, c'est-à-dire convaincre les propriétaires de dire, voilà, si vous faites ça, vous allez prendre 20%, 25%. Effectivement, quand on s'attaque à l'économie des Français, effectivement, ça les interpelle. On observe cependant qu'il y a de plus en plus de personnes sensibles à cette question, mais on a quand même sondé des passants. Je vous propose, c'est intéressant, qu'on les écoute et on aura après votre réaction. Dans son projet de loi climat, le gouvernement entend interdire la location des passoires thermiques. N'aurait-il pas été préférable d'obliger les propriétaires à rénover leurs biens mis en location ? Pour moi, c'est une obligation de le faire pour les propriétaires. La location n'a pas à faire ça. Ils n'ont pas à renouveler des fenêtres, surtout s'ils déménagent dans 1 an ou dans 2 ans, c'est vraiment de l'argent perdu. Moi, je suis propriétaire, si jamais j'avais eu... j'ai des locataires d'ailleurs, et si j'avais eu... ce souci, je pense que je l'aurais sincèrement renouvelé, sans aucun problème, quoi. Je pense que si, parce que généralement les passoires thermiques, que vous les appelez, c'est juste les endroits les moins chers, et les gens juste pas forcément le choix quand ils se retrouvent dans un logement mal isolé. Je trouve que c'est un peu une question bizarre à se poser, on interdit à la location, mais du coup on en fait quoi de ce logement ? Je pense que c'est plus intéressant de faire des rénovations plutôt que d'interdire, dans le sens où déjà sur Paris, beaucoup de gens ont du mal à trouver quand même un logement. Interdire plutôt que de faire rénover avec le biais peut-être d'aides gouvernementales, etc. Je pense que ça peut même aller dans le sens des propriétaires. Je pense qu'à la fin, c'est plutôt gagnant-gagnant de laisser quand même ce parc immobilier disponible, autant pour le particulier que pour le propriétaire. Forcer les propriétaires à remettre leurs biens tout simplement aux normes, ce serait juste à peu près normal. Quand on voit le prix que ça coûte à Paris, c'est quand même
assez incroyable je suis étudiante, donc je parle en connaissance de cause, et de nous faire payer des loyers pareils dans des mauvaises conditions, parfois insalubres, c'est pas normal. Donc oui, voilà, plutôt que d'interdire, parce que de toute façon on n'a pas le choix, on doit bien habiter quelque part, autant remettre les choses correctement. L'état des logements aujourd'hui, c'est pas vraiment la conséquence de l'état ou des choses comme ça, c'est juste les bâtiments qui vieillissent, etc. Donc investir dans un logement pour le louer après, il faut assumer et le mettre aux normes soi-même, je pense. Obligé, ou en tout cas peut-être permettre par des allègements de taxes ou des aides de l'État, même si bon, en ce moment il y en a déjà beaucoup qui sont partis, mais par un système d'aide peut-être aider les propriétaires à la rénovation de leurs logements, des logements dont ils sont propriétaires. Guillaume. Et alors une petite réaction, on voit qu'il y en a quand même qui sont sensibles à cette idée d'obliger les propriétaires bailleurs. Je voudrais revenir sur. Intéressant. Hein. Je voudrais revenir sur les témoignages parce qu'il y a parfois une incompréhension sur ce qui va prévaloir demain. En fait, l'interdiction de mise en location, c'est si vous laissez à partir de certaines dates votre logement sans rénovation. Mais évidemment, on accompagne, et j'y suis revenu longuement, sur on accompagne l'ensemble des propriétaires bailleurs pour rénover, donc pour respecter cette obligation. Donc, en quelque sorte, c'est une obligation pour les propriétaires bailleurs, mais pas pour les propriétaires occupants. La Convention citoyenne, et puis quelques témoignages nous l'ont dit, espérait que l'on fasse l'obligation généralisée pour l'ensemble des propriétaires. Et là, par rapport aux chiffres que j'avançais tout à l'heure, là, on serait dans une logique à la fois trop coercitive, trop contraignante. Ce n'est pas le choix qu'on a fait avec le gouvernement et avec le président de la République. On fait le choix d'un équilibre entre l'accompagnement et la coercition. C'est-à-dire on crée tous les moyens pour que tout le monde y aille. Si vous décidez malgré tout de ne pas rénover votre logement, il continue de vous appartenir, mais il ne peut plus être mis en location. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vivre dedans, mais vous ne pouvez pas engager. Quand vous êtes propriétaire bailleur, la différence, mais c'est important, c'est que vous avez une responsabilité, et ça a été dit aussi, à l'égard du tiers. Exactement. Mais le propriétaire occupant, à la limite, s'il se contente il jouit de son appartement. Il jouit de son appartement. On est d'accord. Le concept de propriété privée est respecté. Vous n'avez pas touché au concept de propriété privée. Non. Du style être pour leur propre Et d'ailleurs, je doute même, on a fait quelques études juridiques, je doute même que l'obligation pour l'ensemble des propriétaires puisse honnêtement s'appliquer. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'incitation. Pareil, on ne va pas forcer des locataires à faire les travaux pour le compte des propriétaires. Hein. Je veux rassurer la dame qui intervenait là-dessus. Vraiment, on accompagne tout le monde. Les aides ont été évoquées dans les témoignages aussi. Les aides, elles s'adressent là aussi à tout le monde. On a déjà évoqué MaPrimeRénov', vous avez évoqué effectivement le prêt avance mutation. Intéressant aussi de ce sujet, et je pense que ça va faire beaucoup parler. Justement, on va enchaîner, si vous voulez bien, sur la deuxième partie de notre émission, effectivement. Vous restez avec nous, Michael Nogal. Je crois que est-ce que nous avons un reportage, Guillaume? On a me dit-on dans l'oreillette, on a un reportage. Voilà, nous avons un reportage. Voilà, je ne vais pas encore... Je vais le découvrir en même temps que vous, d'ailleurs. Et donc, on a Sylvain, on est allé voir le spécialiste de la rénovation énergétique, un spécialiste de la rénovation énergétique, Nicolas Moulin, fondateur de Prime Énergie. Il va nous parler des primes, des C2E, des certificats d'économie énergie, qui est la première aide à la rénovation énergétique. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, mais bien loin devant la prime Rénov', c'est les C2E. Donc, et on les connaît souvent mal, donc on va l'écouter. On va l'écouter et on va réagir ensuite. Les primes C2E sont aujourd'hui les premières aides financières dont peuvent bénéficier les propriétaires réalisant des travaux d'économie d'énergie. De quoi s'agit-il ? Alors, un particulier qui engage des travaux de rénovation, donc de l'isolation, sa fenêtre, son chauffage, il a le droit en fait à deux grands types d'aides. Il y a l'aide publique, la nouvelle prime Rénov', l'ancien crédit d'impôt, et les primes énergie, qui sont effectivement ces primes issues des certificats d'économie d'énergie. C'est la première aide, la prime énergie, c'est une aide qui en fait est distribuée et financée par les fournisseurs d'énergie. C'est une réglementation européenne qui les oblige à donner de l'argent pour baisser votre facture d'énergie. Ce qui est très important dans toutes les aides, dans toutes les subventions d'économie d'énergie, c'est de faire la demande avant le début des travaux. On le répète toujours, mais en général, on l'oublie. Première chose, je choisis quels travaux réaliser. Je peux m'appuyer sur un auditeur pour faire un audit énergétique et savoir quels travaux réaliser. Derrière, je fais une demande de subvention directement sur notre site. Donc nous, on va vous faire une simulation de votre prime énergie et de votre prime Rénov', la fameuse aide de l'État qui est complémentaire. À l'issue, ça va être engagé, on va s'engager à vous donner de l'argent. Et à ce moment-là, vous pouvez vous engager dans vos travaux. À quel moment vous allez recevoir votre argent? À la fin de vos travaux, une fois que vous allez être facturé. Au 1er juillet, ces aides vont être rabotées pour certains travaux.
Lesquels ? Alors effectivement, les primes énergie à partir du 1er juillet 2021 vont être baissées essentiellement dans les travaux d'isolation de combles et les changements de chaudière gaz. Alors ce n'est pas non plus dramatique, hein, elles vont diminuer de moitié, donc effectivement vu comme ça, c'est une réelle baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ces travaux étaient très fortement subventionnés, quasiment à 100%. Donc il y a effectivement une baisse importante sur ces 2 travaux à venir. Quels sont les travaux pour lesquels ces aides vont au contraire être plus importantes à l'avenir ? Alors dans les prochaines années, l'ambition du gouvernement, c'est toujours donner des primes pour toute la rénovation des chauffages, mais plutôt par des pompes à chaleur, hein, donc c'est plutôt énergie renouvelable, hein, ce qu'on va pousser. Et puis derrière, on va également pousser tout ce qui est rénovation globale. C'est quoi une rénovation globale? C'est une prime qui va vous financer l'ensemble de la rénovation de votre maison d'un point de vue énergétique, avec de l'isolation, du chauffage, changement de fenêtre, mais de le faire en même temps. On va essayer de vous mettre dans un parcours global pour vous aider à réduire votre facture d'énergie précisément de 55%. Une réaction, Michael Nogal, rapidement. D'abord, Prime Énergie peut, par exemple, être cet accompagnateur rénov' dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le professionnel qui a la visibilité complète sur les aides. C'est pas la seule plateforme qui existe. Hein, non, bien sûr, bien sûr. Ce type d'acteur. Voilà, c'est ce type d'acteur qui a une visibilité complète, qui sait dire, par exemple, dans un logement, pour passer de la classe G à la classe C, B, A, il va falloir soit travailler sur les menuiseries, soit travailler sur l'isolation des planchers et des combles, soit travailler sur le système de chauffage qui n'est pas performant ou qui est très polluant. C'est tout ça qu'on veut faire. La question des C2E, des certificats d'économie d'énergie dont je parlais tout à l'heure, est très bien expliquée là. C'est-à-dire ces acteurs privés. Et ça a été dit aussi, c'est une mesure qui est européenne, donc ça s'applique aussi chez nos voisins européens, qui permet d'alléger la facture de ces rénovations énergétiques. À partir du moment où on regroupe l'ensemble de ces aides, publiques, privées et des partenaires de l'État comme Action Logement, on peut espérer justement massifier cette rénovation. C'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous manque de la visibilité sur quels travaux à réaliser pour un gain de performance énergétique, et puis quel financement. Et ça, on apporte la réponse grâce notamment à la loi climat et résilience. Bien sûr, et juste rapidement, pourquoi on a raboté de 50% les chaudières à gaz et les combles? C'est des changements qui sont liés aux priorités données par le politique, c'est-à-dire y compris pour le DPE. En fait, le DPE nouvelle génération dont on va parler tout à l'heure, il va évoluer en faisant en sorte de pénaliser un peu plus le chauffage polluant, c'est-à-dire le chauffage au gaz, chauffage au fioul, et à l'inverse, les gens qui sont équipés de chauffage électrique ou de chauffage au bois sont un peu plus avantagés dans le mix énergétique et dans l'étiquette qu'on retient à la fin. Merci beaucoup, Michael Nogal. Vous restez avec nous. C'était sujet extrêmement intéressant qui vous intéresse beaucoup. Bien évidemment, vous restez avec nous. Nous allons poursuivre cette émission avec notre ami David Benbassa et son édito. Mais avant ça, c'est Ça vous concerne, première partie, avec nos experts. Voilà, restez avec nous. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier, 29e édition. Et oui, ça fait déjà plus de 3 saisons que nous sommes ensemble avec notre ami Guillaume. Toujours avec David Benbassa, fidèle au poste, directeur général de Bienici. Comment ça va, David ? Très bien, Sylvain. Bonjour Guillaume. Alors, aujourd'hui, vous vous intéressez, ce mois-ci, vous nous avez dit, à la nouvelle attractivité des villes moyennes. Est-ce qu'elles tirent leur épingle du jeu ?
Effectivement, quelle stratégie elles mettent en place pour mettre en avant tous leurs atouts? On parlait d'exode des grandes villes. L'idée, c'est de faire un petit point là-dessus et qu'est-ce qu'elles ont mis en place. Finalement, est-ce qu'on a une définition de la ville moyenne? Parce qu'on parle souvent de ces villes moyennes. On peut se dire que c'est une ville qui est entre 20 000 et 100 000 habitants. Et c'est comme ça qu'on va distinguer finalement les grandes agglomérations des villages. Elles sont pénalisées souvent par un faible bassin d'emploi, finalement conséquence d'un déclin historique d'une activité mono-industrielle locale. On pense à la sidérurgie, on pense au textile, on pense aussi à l'automobile, ce qui finalement c'est ce qui a fait partir les habitants de ces villes moyennes. Alors c'est un phénomène qu'on observe partout en Europe, réellement. Ce manque d'attractivité aussi des villes moyennes peut être lié à la position géographique, loin des grandes villes, loin finalement des services publics qui sont associés. Donc finalement ça peut être aussi un éloignement finalement d'un environnement particulier comme la montagne ou le bord de mer. Le regain démographique n'est pas un combat nouveau pour ces villes moyennes, et ça vous allez vous en souvenir. Je vais prendre comme exemple la ville de Saint-Étienne. On se souviendra effectivement que l'État a souhaité redynamiser la ville au début des années 2000 avec un plan de renouveau en 3 axes. Première chose, amélioration des conditions de logement, destruction des immeubles vétustes, reconstruction. Le deuxième axe, c'était le renforcement des infrastructures culturelles. Et le troisième axe, développement, finalement, comme on le voit maintenant, d'un marketing territorial pour faire venir les nouveaux habitants dans cette ville. Alors le résultat, c'est que finalement, ça a plutôt bien marché puisque la démographie s'est stabilisée et elle a même pris quelques points d'augmentation à partir de l'année 2016. Alors finalement, c'est la première expérience probante du gouvernement pour redynamiser les villes. Est-ce que ce n'est pas ce qui a incité le gouvernement à lancer le plan d'action Cœur de Ville en 2018 pour redynamiser les 222 villes concernées? Alors finalement, pour une commune, attirer des habitants, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique, parce que les ménages, c'est aussi des impôts locaux qui arrivent, c'est le développement de la ville, la dynamisation de l'économie locale, mais c'est aussi, ça permet de bénéficier de services publics, ça permet de bénéficier de conseillers municipaux et de budgets associés au niveau national. 70% de la population européenne est citadine, mais figurez-vous que seulement 1 personne sur 2 choisit d'aller vivre dans une ville de moins de 100 000 habitants. C'est assez marquant. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant peut-être la crise sanitaire, parce qu'avec le confinement et le télétravail, de plus en plus de Français sont prêts, seraient prêts. Ils passent le pas, quoi. Ouais. Je mets du conditionnel, seraient prêts, effectivement, à aller chercher ces villes moyennes. J'ai quelques chiffres là-dessus. On va donner une chiffre d'une étude, l'étude BVA, réalisée pour NGE, qui est un groupe français de travaux publics, en janvier 2021. Les 20-35 ans choisissent leur ville de résidence en fonction de 3 choses principales. La première chose, le coût de la vie, 54%. La deuxième chose, c'est la sécurité et le niveau de pollution en ex-aequo à 47%. Et le troisième ou quatrième élément, c'est le bruit, le niveau de bruit, pour 44%. Finalement, tout ça, c'est une aubaine pour les villes moyennes qui ont à cœur de saisir cette opportunité et communiquer sur ce qui fait leur atout, ce calme, ce bien vivre. C'est pour ça qu'on a vu plein de campagnes d'affichage dans le métro parisien, en télé, vantant les grands espaces, le quotidien moins stressant et même des prix immobiliers plus attractifs. Alors les municipalités, en tout cas celles-ci, chouchoutent leurs nouveaux arrivants. Alors on voit plein de choses, la mise en relation avec les crèches et les écoles, même avec des agences immobilières. Il y a effectivement de l'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint qui viendrait en même temps que la personne qui déménage, des nouveaux équipements de loisirs, l'ouverture de classes supplémentaires dans les écoles. Bref, elles font tout ce qu'il faut pour jouer la carte finalement de l'intérêt. Elles jouent aussi la carte, j'ai oublié de le dire, de l'écologie en mettant en avant des transports en commun propres ou même des pistes cyclables. Mais bon, là, Paris n'a rien à envoyer, je crois, en termes de pistes cyclables. Bref, certaines d'entre elles vont même chercher, effectivement, outre les particuliers, à séduire les entreprises, s'assurer de la diversification des services offerts sur le territoire pour pas qu'il y ait trop de concurrence, mais aussi que ce soit en accord avec la demande. Elles vont même assurer un accompagnement à la digitalisation, mais aussi mettre en place des services de livraison à domicile. Bref, ça se développe beaucoup. Ce qu'on constate sur Bien Ici, oui, un individu sur 2 qui recherche un bien à la vente dans une grande ville, comme Paris, Lyon ou encore Marseille, il consulte aussi, je l'avais dit souvent, les villes en périphérie de ces grandes villes. Ça, c'est un premier enjeu. Alors, l'audience a extrêmement augmenté sur Bien Ici sur ces 12 derniers mois. Il y a plus de 50% de recherchants acquéreurs au niveau national. Par contre, là où on voit des hausses plus significatives, dans ces villes dites moyennes, je vais donner 2 exemples. Avignon, qui a 67% de recherches supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et une autre ville peut-être plus surprenante, c'est Bourges,
où là, on a carrément doublé le volume de recherchants. Bourges, c'est magnifique. Ouais. Une très très belle ville. Vous savez que c'est l'ancienne capitale de France. Oui. La ville des rois, magnifique. Et ça attire du coup des recherchants immobiliers. Alors, dernière chose, pour les zones où on remarque de grosses évolutions, pareil, d'évolution de recherchants, il y a 3 critères finalement. La localité qui se situe à moins de 2 heures de Paris, comme Dreux par exemple. On citera aussi les zones à proximité des littoraux, donc majoritairement dans le sud-ouest. Et enfin, des villes de plus de 30 000 habitants, comme Poitiers ou Alençon, où la variation de recherchants sur les derniers mois est plus importante que celle constatée sur le département. Donc là, je parlais de Poitiers-Alençon, plus important que sur le département. Donc on ne compte plus le nombre de classements des villes idéales. Je pense que tout le monde a dû sortir son propre classement ces derniers mois en désignant à choisir Bordeaux ou Rodez ou Villefranche-sur-Saône. Ce qu'on peut constater finalement, c'est que les villes moyennes, c'est celles qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est celles qui sont à taille humaine et qui finalement vont garder un lien avec les grandes villes pour bénéficier de l'ensemble des services. Taille de ville, 20 000, 100 000 habitants. Hein, c'est exactement. D'accord, moins de 20 000, c'est un village. Exactement. D'accord. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant, ce qui prouve finalement que l'exode urbain, il n'a pas vraiment lieu, mais quand même, on observe un mouvement de population. On observe. Je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Okay. Mais c'est dans les faits. Alors, il y a une chose qui me frappe dans votre étude, c'est qu'on ne parle pas de la connectivité. Vous savez, le déploiement de la fibre, la connectivité. C'est un des critères de choix aussi. C'est un critère de choix, absolument. Merci beaucoup, David. Vous restez avec nous. On va appeler, c'est l'heure du Focus Immo. On va appeler un agent immobilier qui est installé à Colmar. C'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa. Eh bien voilà, merci d'être avec nous toujours avec notre ami David Benbassa qui nous éclaire de ses lumières. Là, on a vu l'attractivité des villes moyennes pour les 25-35 ans. David, vous avez appelé un agent immobilier qui est en ligne d'ailleurs avec nous. Absolument. Je souhaitais que l'on puisse joindre Yannick Meyer. On parle de ville moyenne, on va parler d'une belle ville qui est celle de Colmar, puisque M. Meyer est le patron de 2 agences Remax, une à Colmar et une à Guebwiller. Et je trouvais que c'était intéressant de l'interviewer sur le sujet. Quelle belle région, Colmar. Yannick Meyer, est-ce que vous êtes avec nous en ligne ? Bonjour, oui, je suis bien en ligne. Merci, David. Vous avez la main. Alors, merci Sylvain. Yannick, là, peut-être la première question. Est-ce que vous avez constaté une différence dans les profils de vos clients ces derniers mois ? Eh bien, pas particulièrement, non. C'est-à-dire que vous n'observez pas des personnes qui ont une attractivité sur votre territoire, qui ont quitté les grandes villes. Effectivement, c'est un peu facile de dire ça, mais qui ont quitté Strasbourg, par exemple, ou d'autres grandes métropoles pour venir s'installer chez vous. Eh bien, à Colmar, c'est assez habituel. La clientèle dont vous parlez là est un petit peu notre clientèle habituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement particulier ces derniers temps au niveau des prospects. Colmar a toujours été un marché très dynamique et la proximité avec Strasbourg, Mulhouse, Fribourg, Bâle font que ce sont toujours les familles intéressées par la qualité de vie qu'on peut trouver à Colmar qui ont été nos clients. Est-ce que ça veut dire que finalement le secteur dans lequel vous êtes est une situation géographique idéale pour des personnes, par exemple, qui travailleraient à Strasbourg et donc en Colmar, effectivement, on a une attractivité de prix, un accueil c'est beaucoup plus intéressant d'aller chez vous ? Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Et pour une qualité de vie aussi qui plaît beaucoup aux familles qui ont des enfants, qui veulent profiter de la nature, du calme de la ville. Vous parlez de la typologie des familles. Est-ce que du coup, de la même façon, la typologie des biens recherchés a évolué ou on est toujours sur des maisons qui vont pouvoir accueillir ces familles ? Est-ce que ça a évolué ? Ben justement, la demande principale de l'acquéreur type à Colmar a toujours été la maison sur son jardin. D'accord. Est-ce que Colmar, on parlait des villes moyennes qui veulent communiquer, si on conclut un petit peu votre message, c'est que finalement Colmar et l'Alsace a toujours énormément communiqué sur les bienfaits de sa région, donc finalement vous avez bénéficié de tout ça, mais rien n'a évolué en ce sens, la communication reste la même. Oui, tout à fait. Ouais. L'Alsace a toujours été une région qui a su se vendre, qui a toujours été présente au niveau communication
à Paris et dans les principales villes européennes. On a toujours eu des partenariats historiques très solides avec l'étranger. Et Colmar a toujours été actif là-dedans et on a toujours profité, effectivement. En termes de prix, Yannick, soyons clairs, si on va à Colmar, c'est effectivement pour la qualité de vie, mais entre nous, quand on va à Colmar, c'est aussi, on a des prix beaucoup moins chers que dans la région strasbourgeoise ou la métropole, on est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Alors, c'est quoi le niveau de prix moyen pour une maison? Allez, on va prendre une famille avec 2 enfants, 120 mètres carrés en moyenne, une maison avec un jardin entre 150 et 300 mètres carrés de jardin. Ça va chercher dans les combien dans Colmar Intramuros? Dans les 320, 350 000 euros. C'est très attractif en termes de pricing. En fait, vous voulez dire que par rapport à une maison, on est à peu près, si on prend le côté type à 100 mètres carrés, on serait à 3 000 euros du mètre, max? Oui, quelque chose comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. Bien. Et sur du résidentiel, sur de l'immobilier collectif? Alors dans l'ancien, on est à 2200. On est à 2200 euros le mètre carré à peu près. Et sur le neuf? Sur le neuf, on est entre 3000 et 4500. Ok, dans les grands secteurs. Mais écoutez, Yannick Meyer, je vais vous dire une chose. Je vais lancer un message. Allez tous à Colmar. Oui. Voilà. Vous en mettez un de côté pour Sylvain. Voilà, vous en mettez un de côté pour moi. Je pense qu'il y a des belles rentabilités locatives aussi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup, Yannick. Avec plaisir. Merci. Yannick Meyer, Yannick Meyer, qui est le patron de 2 agences Remax à Colmar, voilà, et l'autre ville, et à Cap-Villers. Voilà, là où il faut aller. Et en plus, il y a des vins blancs de très très bonne qualité. À tout de suite, on enchaîne. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Eh bien, rebonjour les amis, merci d'être avec nous pour votre grand rendez-vous de l'immobilier, 29e édition. C'est notre séquence, deuxième partie, ça vous concerne. Les meilleurs experts de l'immobilier sont dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Avec vous, l'ami Vincent. Oui, mais avec un nouveau venu, Sylvain Guillaume, dans la séquence. C'est Gauthier Fontaine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes agent immobilier, c'est le réseau La Forêt. Vous êtes à Paris et dans le 5e arrondissement, il y a 2 agences. Redites-nous les rues rapidement. Tout à fait ça. Alors, une rue Monge et l'autre rue Gay-Lussac. Rue Gay-Lussac. On a 2 questions pour vous qu'on a retrouvées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. La première, c'est Anne-Sophie qui nous la pose. Elle envisage de vendre pour acheter. Quel avantage peut-elle avoir à souscrire un prêt relais? C'est sa question. Et quels sont les taux actuellement pratiqués sur ce type de prêt? D'ailleurs, peut-être même rappeler ce que c'est qu'un prêt relais. Oui, tout à fait. Le prêt relais, très concrètement, c'est une avance de trésorerie sur une vente future. C'est ni plus ni moins ça. Donc, il est souvent indiqué quand l'achat d'un bien se fait via la vente d'un bien précédent. Donc voilà. La question, c'est de savoir alors comment la banque va faire pour pouvoir estimer, évaluer ce bien. Elle fait appel en fait à des experts, à des agents immobiliers avec 2 estimations souvent. Et elle va prendre 70%, 70% de la fourchette basse de l'estimation. Alors après, il se peut aussi que le bien ait déjà fait l'objet d'un compromis et dans ce cas-là, elle va prêter sur la base de 70% du prix affiché sur le compromis. Donc voilà. C'est quoi son avantage? Elle décode de 30%. C'est à peu près ça. Pourquoi? Alors parce qu'elle prend... À dire d'extérieur, moins 30. C'est à peu près l'usage, c'est 30%, c'est-à-dire que... C'est comme le prêt hypothécaire. C'est un filet de sécurité, en fait. Elle se dit... Un prêt hypothécaire, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est un petit peu la même chose, c'est exactement ça. Sauf que le prêt hypothécaire, je crois que ça peut descendre jusqu'à 50% par rapport à la valeur du bien. Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est pareil. Alors, ça peut descendre aussi plus bas, ça va véritablement dépendre des banques. Ça peut monter aussi un petit peu plus haut. Ça va monter plus haut, évidemment, si notamment il y a déjà un acheteur et il y a déjà un compromis qui est signé. Encore une fois, c'est un vrai filet de sécurité. Donc on me prête 70% de la valeur de mon bien, et après, comment ça se passe? Une fois que ces 70% sont prêtés, c'est... D'ailleurs, un des avantages du crédit relais, c'est sa véritable souplesse. C'est-à-dire qu'il est valable 1 an, c'est contracté pour une durée d'1 an, exactement, et c'est prorogeable 1 an supplémentaire. Donc ça permet de laisser un petit peu... Et c'est plafonné à 2 ans.
C'est plafonné à 2 ans, ouais, tout à fait. Donc ça laisse du temps quand même pour vendre son bien. Est-ce que les taux sont élevés? Les taux sont... non oui, c'est à peu près 0,75, 1% en termes de taux. En revanche, l'avantage, c'est que vous allez rembourser uniquement justement sur la période en question les intérêts et l'assurance. Donc c'est ce qui permet véritablement... C'est comme un crédit in fine, quoi. C'est exactement Le problème, c'est que si je mets longtemps à vendre, je me retrouve avec 2 prêts. C'est mon prêt actuel, et puis ce prêt, comment ça se passe au niveau de l'endettement? C'est dur, non? Mais en fait, tu as intérêt à vendre. Il y a des aménagements. Si on ne vend pas, il y a des aménagements de prévus. C'est la vraie question. C'est pour ça que c'est quand même prorogeable 2 ans. Donc 2 ans pour vendre son appartement ou sa maison. Il faudrait vraiment qu'il y ait Pour le coup, voilà. Il faudrait une pandémie, quoi. Mais vous avez raison, il peut y avoir un certain stress et certains de nos clients peuvent être un peu réticents à contracter ce relais parce que justement, ils ont l'impression d'être un petit peu pris en étau par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut dire justement? Il y a des aménagements, on peut différer un certain remboursement. Il y a des franchises qui se passent. C'est-à-dire que j'ai mon prêt, j'ai le prêt relais, et je peux faire en sorte de ne pas avoir les deux superposés au même moment, non? Il n'y a pas des trucs, il n'y a pas des franchises qui se passent? Il doit y avoir ça, effectivement. Alors après, les banques sont toutes différentes, évidemment, et ont toutes des possibilités pour pouvoir éviter justement une situation de surendettement. Mais encore une fois, en tout cas pour ramener une pratique parisienne, même si, évidemment, 2 ans pour pouvoir vendre son bien, encore une fois, surtout si vous êtes suivi par un excellent agent immobilier chez Laforêt, il n'y a pas de souci pour pouvoir vendre le bien. C'est clair. On enchaîne. Une deuxième question pour vous, Gauthier Fontaine. Question de Rose, toujours sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Rose s'apprête à mettre en vente sa maison. Un agent immobilier lui a signifié qu'elle n'était pas obligée de réaliser le DPE, le diagnostic de performance énergétique, étant donné que son logement venait d'être fait à neuf et qu'elle ne disposait d'aucun recul sur sa nouvelle consommation d'énergie. Ces arguments lui semblent un peu douteux. Est-ce qu'elle a raison, Rose ? Alors là, pour le coup, clairement, l'agent immobilier en question ne doit pas travailler chez Laforêt parce que c'est clairement... c'est bizarre comme question. Oui. On peut dire... C'est vrai que c'est bizarre. C'est une question qui nous a été posée. Donc, c'est obligatoire. Bon, d'abord, voilà, on va rappeler la règle. Le DPE, dans le cadre de la vente d'un appartement ou d'une maison, est clairement obligatoire. D'accord ? Ça va même plus loin que ça. Ça, c'est depuis 2006. Ça va Il va plus loin devenir que opposable ça. maintenant. Alors, exactement, puisque on le sait, le gouvernement est très attaché maintenant à... s'attaquer à ce qu'il appelle les passoires thermiques. Donc voilà, donc ça va devenir effectivement opposable, mais depuis 2006, c'est obligatoire. Et ça va même plus loin que ça, depuis 2011, pour pouvoir diffuser une annonce, pour pouvoir diffuser un bien, il faut ce DPE. Donc il est nécessaire avant toute publicité. Vente ou location. Alors justement, Gauthier, vous avez bien raison de le dire parce qu'on voit la différence entre les professionnels de l'immobilier professionnels et certains agents immobiliers un peu moins délicats. Parce que souvent sur les annonces, c'est marqué DPE en cours, DPE non disponible, etc. Une fois sur 4. Alors ça, pour le coup... On est d'accord. Oui, normalement, il ne devrait pas la publier. Ah non. La seule chose, par contre, qui peut exister, pour répondre parfaitement à Rose, c'est que si les données sont véritablement inexploitables, alors dans ce cas-là, vous avez la mention DPE vierge. Oui, mais attention, c'est pas en cours. Mais c'est en vierge, mais absolument. C'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, alors ce qu'on peut dire aussi à Rose, c'est que normalement, vu la norme, le neuf présente plus de caractéristiques d'économie d'énergie, oui, faut le dire. Mais là, il est refait à neuf. C'est pas forcément dans le neuf. On est d'accord. Alors, on est d'accord. Donc, il faut simplement dire à ce monsieur de changer de métier. Mais c'est très clair. C'est très clair. Il n'y d'aucun recul sur sa consommation d'énergie. Oui, mais alors, le truc, c'est qu'il y a 2 méthodes, rapidement. Oui, il y a 2 méthodes de toute façon. Soit la maison de Rose, elle a été construite avant 1948, d'accord. Et dans ce cas-là, c'est la méthode des factures, dites des factures, qui s'applique. Où là, effectivement, on va prendre les relevés, enfin la facture d'énergie des 3 dernières années. C'est ça, donc là, on fait une moyenne pondérée. Exactement. Pour le coup, pour Rose, évidemment, ces travaux, même si on peut imaginer que sur sa dernière facture, il y aura peut-être quelques éléments qui concernent ces différents travaux, il y aura peut-être moins de pertinence. En revanche, et c'est souvent le cas, si la maison de Rose était construite après 1948, alors là, c'est une autre méthode qui s'applique, c'est la méthode conventionnelle, c'est la méthode dite des 3 CL. Alors, voilà. Et cette méthode-là, clairement, elle va prendre en compte tous les éléments déperditifs d'une maison. C'est les combles, est-ce qu'ils ont été isolés ou pas? C'est les fenêtres, est-ce que c'est du double vitrage, simple vitrage, triple vitrage? Les murs aussi, voilà la qualité. Et avec ça, effectivement, il va en déduire une lettre. Et là, pour le coup, les travaux de rénovation de notre chère Rose, évidemment... Gauthier, en plus, est-ce que les clients, quand aujourd'hui, vu la mentalité qu'ils ont, de plus en plus dans les usages,
ils sont sensibles à cela, à l'achat. Est-ce qu'il peut y avoir une décote entre un bon DPE et un très mauvais DPE? De plus en plus. À Paris, là je parle de oui. là où je sais qu'en province, ça fait maintenant longtemps que c'est très très important. Et c'est un élément. Et à Paris? À Paris, de plus en plus. Ah oui, c'est génial. De plus en moi, plus. je trouve ça top. La fameuse valeur verte, c'est ça? Super. La green value. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier Fontaine. Merci à vous. Agence La Forêt à Paris, dans le 5e arrondissement. On se retrouve tout à l'heure avec un nouvel expert, avocat, spécialiste en logement Absolument, Airbnb. absolument. Et comme vous le savez, les amis, chaque mois, ça vous concerne. Et ça vous concerne avec nos experts. Merci Gauthier Fontaine. Merci. Je rappelle que vous êtes agent immobilier, effectivement, avec 2 agences, rue Gay-Lussac et rue Monge. C'est là où vous devez aller si vous voulez acheter. Bon, il vous faudra un petit peu de moyens, surtout si vous voulez aller du côté du Panthéon. Voilà, on se retrouve tout de suite pour notre prochaine séquence. Merci. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Eh, c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Eh bien, vous êtes toujours dans notre grand rendez-vous de l'immobilier, 29e édition. C'est le moment d'entamer notre deuxième partie d'entretien avec vous, Mickaël Nogal, député LREM de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Vous êtes d'ailleurs aussi rapporteur de la partie logement de la loi climat à la climat résilience à l'Assemblée nationale. Exactement. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des nouvelles contraintes qui vont peser à l'avenir sur les propriétaires. Alors, contraintes qui sont des opportunités. Voilà, qui sont des voilà, ainsi parlait Mickaël Nogal, des opportunités pour les passoires thermiques. Mais on est tous d'accord, les passoires thermiques, c'est un fléau. Il faut effectivement travailler sur cette question. Mais avant, Sylvain, je me permets une incise pour rappeler que le bâtiment en France, tertiaire et résidentiel, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Quand on traite du dérèglement climatique, on ne peut pas occulter l'impact du bâtiment. C'est pour cette raison, je ne voudrais pas que ce soit perçu, je plaisantais tout à l'heure avec les opportunités, mais je ne voudrais pas que ce soit perçu comme des contraintes, parce que derrière, il y a un objectif environnemental et une urgence climatique qui s'impose à nous tous. Donc, c'est important de prendre des mesures dès maintenant pour corriger la trajectoire. C'est d'autant plus vrai que, je le redis, puisque je le redis et j'essaie de le placer à chaque fois, que cette année, pour la première fois de l'histoire humaine, à 2 endroits de la planète, le 8 mai 2020, la Terre était hostile à l'homme pendant 2 heures. Voilà. Le rapport entre l'humidité et la chaleur entraîne un dérèglement des organes vitaux de l'individu et en quelques heures, on meurt, c'est-à-dire que la planète s'est rappelée à notre bon souvenir, parce que la planète survivra, mais c'est pas sûr que ce soit le cas de l'espèce humaine. Donc on est tout à fait d'accord avec vous, ça paraît théorique, mais croyez-moi, ça ne l'est pas pour ceux qui le vivent. Mais avant cela, dès le 1er juillet, vous l'avez dit, un nouveau diagnostic de performance énergétique va changer les choses. On l'appelle le DPE opposable. On va d'ailleurs expliquer ce que ça veut dire pour nos amis. Alors ça va changer la donne pour les propriétaires qui vont mettre en vente, qui mettent en vente ou louent leur logement. On va en parler tout de suite avec, comme d'habitude et de tradition, notre ami Guillaume qui brûle de vous poser la première question. Oui, alors là, la question, elle va être toute simple. Donc le 1er juillet, il y a un nouveau diagnostic, c'est le DPE opposable qui entre en vigueur, diagnostic de performance énergétique opposable. Concrètement, qu'est-ce qui change pour le locataire, enfin pour le vendeur ou pour le loueur? Et qu'est-ce que ça veut dire opposable? D'abord, ce nouveau DPE qui va s'appliquer à partir du 1er juillet, je veux dire que c'est le résultat d'un long travail depuis la loi Elan de 2018, avec une concertation de l'ensemble des acteurs ces 2 dernières années, pour construire ce nouveau diagnostic. En fait, ce qui va changer vraiment pour les Français, et pour être très concret, aujourd'hui, les Français ont l'habitude de voir ce DPE sur les annonces immobilières. On retrouve
aussi ces indicateurs de A à G sur les machines à laver, l'électroménager, tout ça. Très concrètement, le DPE, il vous donne la performance de votre logement. Jusqu'à présent et jusqu'au 1er juillet, le DPE, il vous dit simplement la consommation, la lettre de votre logement correspond à la consommation d'énergie. Uniquement. Ce qu'on fait avec la loi climat et résilience et ce qu'on fait avec le chantier du DPE depuis 2 ans, c'est le transformer pour qu'on mette l'impact environnemental au même niveau d'importance que la consommation d'énergie. Très concrètement, votre logement est classé D en termes de consommation d'énergie et il est classé E en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, l'étiquette que l'on retiendra demain, à partir du 1er juillet, ce sera la moins bonne, donc la classe E. C'est ainsi qu'on a, à partir du 1er juillet, environ 800 000 logements qui n'étaient pas des passoires thermiques qui vont le devenir et 800 000 logements qui étaient des passoires thermiques et qui vont sortir de cette classification de passoires thermiques, c'est-à-dire des logements classés F et G, notamment pour des raisons de chauffage. Je le disais tout à l'heure, si vous êtes chauffé au fioul, forcément ça pèse beaucoup sur les émissions de CO2 et donc vous pouvez voir une étiquette dégradée du fait de ce mode de chauffage. Effectivement, vous rajoutez une nouvelle grille de lecture. On verra sur le côté opposable. D'ailleurs, vous me tendez une perche, mais juste, je me permets. Je voulais revenir dessus après, mais on va en parler tout de suite. Justement, vous n'avez pas peur de créer une espèce, son mauvais jeu de mots, usine à gaz là-dessus, parce qu'effectivement, on se retrouve avec d'un côté la performance énergétique, de l'autre l'émission de gaz à effet de serre, mais on ne sait pas quel type de travaux on va faire. Alors, on n'y comprend rien. Si je prends j'ai pris un exemple, et vous me dites si je me trompe. Imaginons si je remplace une chaudière à gaz. Alors, attendez. Je remplace une chaudière à gaz par un système plus propre. Ouais. Donc je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre, on est d'accord? Bien sûr, une pompe à chaleur par exemple, vous pouvez, et avec des aides de l'État notamment. Mais il n'est pas dit que cette pompe à chaleur soit plus performante, une consommation énergétique plus performante comme en ancienne. En général, c'est... Donc je vais améliorer d'un côté quelque chose et je peux détériorer autre chose. En fait, ça ne va pas émettre de carbone beaucoup moins, par contre, ça va coûter aussi cher. C'est une très bonne question. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, comment on va faire là aussi pour guider les gens parce que, très bonne question. C'est une très bonne... Bravo, Guillaume. Je me suis forcé, j'ai du mal. Alors là, non, mais c'est une très bonne question et là aussi, je vais être rassurant vis-à-vis des propriétaires, c'est que les matériels évoluent. Par exemple, à partir du 1er janvier 2022, on n'aura plus le droit d'installer de chaudière au fioul. Pourquoi on est capable de faire ça dès 2022 alors que la Convention citoyenne pour le climat, la Convention citoyenne pour le climat le demandait à partir de 2030. On le fait dès 2022. C'est possible parce que techniquement, on a des solutions qui sont beaucoup plus performantes. Et de fait, malgré tout, même si on retient la moins bonne des étiquettes entre la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, notamment sur la question du chauffage, c'est lié. Et un logement qui est mieux isolé est un logement qui émet aussi moins de CO2. Donc en fait, vous n'allez pas avoir d'écart non plus entre une consommation d'énergie classée A et un impact environnemental. Mais ça nécessitera peut-être d'aller un peu plus loin des fois dans les travaux, pas simplement changer ma chaudière et peut-être faire d'autres travaux d'isolation pour pas... Bien sûr, c'était évoqué par le président de Prime Énergie tout à l'heure, où on parle aujourd'hui de rénovation globale et de rénovation performante. Ce qu'on veut faire, c'est de traiter l'ensemble des 6 postes de travaux de la rénovation énergétique pour en effet faire un saut de classe qui soit concret et qui corresponde à la trajectoire de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est pas de passer de la classe G à la classe F juste parce que vous avez changé des fenêtres ou parce que vous avez changé votre chauffage. L'idée, c'est de faire un bond en avant et que demain, votre facture d'énergie baisse, que vous vous sentiez mieux dans votre logement. On comprend pourquoi il faudra des accompagnateurs. Effectivement, ça va devenir exactement, parce vraiment que ça va devenir technique. Et cet accompagnateur Rénov', on réfléchit à le rendre obligatoire à partir d'un certain niveau de travaux, 5 000 euros, 10 000 euros, c'est en train d'être discuté. Mais l'idée, c'est de s'assurer, parce qu'on ne l'a pas assez fait par le passé et on a eu tendance à dépenser de l'argent public sans vérifier le gain de performance énergétique. Ça peut paraître aberrant pour les gens qui nous écoutent, mais jusqu'à présent, on n'avait pas cette évaluation post-travaux pour s'assurer qu'il y avait un gain de classe énergétique. Et donc ça aussi, ça va changer. Et encore faut-il chiffrer avec des maîtres d'ouvrage, par exemple, pour ces opérations, bien sûr. Une volonté de bien financer. Ce sera le rôle des professionnels qui accompagneront. Les diagnostics et les études préalables. Tout à fait. J'étais sur BFM, justement, on parlait de ce sujet-là.
le ministère du Logement a publié effectivement une étude où il évalue à peu près le coût de la rénovation entre 150 et 200 euros du mètre carré. Pour une étude, en moyenne, c'est 1 euro du mètre carré, 1 à 2 euros du mètre carré. Donc il y a vraiment une distorsion. Est-ce que vous pensez-vous que les maîtres d'ouvrage ont bien pris la mesure ou qui rencontraient les professionnels? Bien sûr, je crois que d'abord on a des professionnels de qualité qui devront être encore plus nombreux demain. Donc on a un vrai sujet de formation aussi de l'ensemble de ces professionnels, ceux qui font l'accompagnement et ceux qui vont réaliser les travaux, les professionnels du bâtiment qui, je sais, attendaient beaucoup de cette loi climat et résilience, un engagement fort de l'État pour dire, et c'est ce qui figure dans la loi, qu'il y aura un engagement sur 10 ans pour financer un système stable et incitatif d'aide publique. C'est ça qu'attendent les professionnels, avoir de la visibilité sur le marché de demain. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le calendrier, calendrier précis. Donc à partir de quand, on a bien compris le principe d'opposabilité, à partir de quand devient-il opposable? L'opposabilité, c'est quoi d'ailleurs? Non, on l'a pas vraiment expliqué. En fait, c'est quoi? Moi, vous me louez un logement. C'est quoi? Ça veut dire quoi opposable? Ça veut dire que moi, si je... Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire une contre-étude. Si par exemple on vous loue un logement, qu'on vous dit le logement est classé, vous avez fait un contre-diagnostic. Voilà, je m'aperçois que je suis dedans. Je m'aperçois que mes dépenses énergétiques, mes émissions sont beaucoup plus importantes. J'ai la possibilité en fait de dénoncer le DPE que l'on m'a présenté pour justement... Auprès de qui? Auprès de la justice, en fait. C'est auprès de la justice que ça se fait. Le locataire et le propriétaire ont la possibilité de le faire. Moi, je rappelle toujours que le DPE opposable, c'est une protection supplémentaire pour le propriétaire et le locataire. Vous avez donné en fait un fonds juridique au DPE. Je précise simplement que la justice, après, peut se retourner vers le professionnel qui a fait le DPE, qui serait un DPE. Et ça, à partir de quand? À partir du 1er juillet. À partir du 1er juillet. L'acheteur et le locataire. Donc, si je me rappelle bien de mes études de droit, donc le principe d'opposabilité, c'est qu'en fait, vous dotez le DPE d'un outil juridique, c'est-à-dire que ça devient un moyen qui peut même rendre nul un acte, et in fine, par exemple, ça peut être un bail de location ou autre, dans les cas extrêmes, et c'est la justice du conduit. Donc vous avez donné un moyen à la justice pour trancher. C'est la justice qui rend nul un bail, attention, c'est ni le locataire ni le propriétaire. Vous donnez au DPE un moyen d'exercice de recours auprès de la justice. Il y aura aussi des nouvelles obligations d'affichage sur ce DPE, non? Alors, justement, obligation d'affichage en matière d'affichage, merci Guillaume, il est très en forme aujourd'hui. C'est à partir de quand? 1er février 2022? Alors, pour les professionnels de l'immobilier, c'est déjà une obligation, c'est-à-dire depuis la loi énergie-climat, on avait voté cette obligation dans la loi énergie-climat. Et là, avec la loi climat et résilience, je suis désolé, ça fait beaucoup de lois qui se succèdent, mais c'est important de rappeler le calendrier. Cette obligation, elle va aussi concerner les propriétaires qui mettent en location et qui gèrent de particulier à particulier. C'est 2/3 du marché aujourd'hui qui est géré de particulier à particulier. Et on travaille avec la ministre Emmanuelle Wargon et avec les plateformes. D'ailleurs, je salue vraiment le travail fait en partenariat avec PAP et Le Bon Coin pour qu'à partir du 1er juillet, justement, sur les annonces de particulier à particulier, figure bien le DPE, nouvelle génération, sur l'ensemble des annonces immobilières, parce que on le voit en particulier, c'est vrai, sur ces annonces de particulier à particulier, les informations sont souvent manquantes concernant la performance. Il faut rappeler qu'aucune annonce ne peut être postée, ça faut le dire à nos amis, aucune annonce postée sur un moteur de recherche qui ne figure pas, ou figure pas le DPE, même si c'est marqué DPE en cours. Pour les maisons unifamiliales, c'est DPE vierge, par exemple pour du neuf, etc. Tout à fait. Mais en aucun cas, quand c'est en cours, vous ne pouvez pas l'acheter, ils n'auraient même pas le droit. D'ailleurs, c'est à se poser la question de certains portails qui acceptent de publier des annonces en mettant DPE en cours. C'est pour ça que moi cool. je veux quand même saluer les plateformes avec qui on travaille. Et elles jouent le jeu. Elles jouent le jeu et elles nous ont fait même des propositions hyper intéressantes pour améliorer justement l'ergonomie de leur plateforme et s'assurer que l'ensemble des propriétaires. Dernière question. Il n'y a qu'une date. Je juste la date que je m'ai échappé là. C'est le 1er juillet 2021. Alors, il n'y a rien au 1er janvier 2022. Alors 1er juillet 2021, c'est le nouveau DPE qui entre en vigueur. 1er janvier 2022, c'est pour les professionnels de l'immobilier. Et l'affichage pour la professionnelle. Et l'affichage, et ensuite en obligation sous peine de sanction. Et pour les particuliers, les propriétaires bailleurs particuliers, ce sera 1 an après la promulgation de la loi. Ça, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais théoriquement, à partir de fin 2022, ça s'applique aussi pour les propriétaires bailleurs.
Parlons sous-sous. Oui, très rapidement. Ça va coûter plus cher tout ça, non? Alors, c'est plus compliqué, ça demande plus d'expérience. Sur un DPE, la réalité, le DPE va pas coûter beaucoup plus cher puisque on est en train de revoir aussi les méthodes de calcul. Vous savez qu'avant, en DPE, on pouvait attribuer une lettre à un logement justement simplement sur la présentation de factures de consommation d'énergie. Ah oui. Ça, on arrête avec cette méthode qui est une méthode pas fiable parce qu'on parlait de l'opposabilité. Mais moi, je vais vous parler de la fiabilisation du DPE, qui était souvent contestée d'ailleurs parce que les informations qu'il contenait n'étaient pas toujours justes. Est-ce que les diagnostiqueurs vont avoir un supplément de formation? Alors, en fait... Il faut être diagnostiqueur aujourd'hui pour délivrer bien sûr, un DPE. Mais les diagnostiqueurs, ils s'adaptaient à ces méthodes parce qu'elles étaient en cours. Maintenant, la méthode, ce sera la méthode dite 3CL, la méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie d'un logement, qui se base sur des critères partagé, c'est-à-dire qu'on considère que la température moyenne du logement, c'est 19 degrés. On considère que vous êtes absent de votre logement un certain nombre de semaines dans l'année, par exemple 2 semaines pendant l'été, et on établit une consommation standard sur la base de ces critères-là. Oui, c'est beaucoup plus fiable. C'est beaucoup plus fiable, exactement. Alors, j'espère que c'est très lisible pour vous, mesdames et messieurs, parce qu'on a essayé, c'est un sujet complexe, de vous donner les clés. C'est un peu technique. On reviendra dessus, on aura le temps. Les clés de lisibilité, mais comme dirait saison 1, saison 2, saison 3, on aura de toute façon à épisode l'occasion de vous reparler de tout cela. Un grand merci, Michael Nogal, de vous être prêté au jeu des questions. Voilà, on ne vous a pas épargné, mais comme d'habitude, vous avez été... avec plaisir. Brillant, voilà, est-ce que je peux faire un peu d'auto-promo aussi? Allez-y. Je vais parler de Radio Imo. Je vous invite à réécouter en podcast l'émission que j'anime Planète Imo. On a accueilli Olivier Sichel, qui était l'invité de mon émission avec ma bande de chroniqueurs. Et on évoque en détail aussi l'accompagnateur Rénov'. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à écouter Planète Imo avec Olivier Sichel sur la rénovation énergétique. Quel numéro? C'était le numéro 4. Le numéro 4. Voilà. D'ailleurs, je précise, Michael Nogal, qu'on vous retrouve d'ailleurs tous les mois sur Radio Imo, bien évidemment, avec Planète Imo. Et on espère d'ailleurs vous revoir sur la grille de rentrée. Mais je serai là. Vous m'avez dit que vous seriez là. Donc tout va bien. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, rapporteur de la loi climat-résilience à l'Assemblée nationale pour le volet logement, et vous êtes d'ailleurs en outre toujours président du Conseil national de l'habitat. Voilà, vous avez un agenda de cumule un peu. Voilà, de bientôt peut-être. Merci. Vous restez avec nous toujours sur votre grand rendez-vous de l'immobilier avec nos partenaires de capital, et on enchaîne avec la suite de l'émission. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC Que Choisir. Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours les bienvenus dans votre grand rendez-vous de l'immobilier avec mon confrère de Capital, Guillaume Chazouillère. C'est l'heure de l'UFC Que Choisir, le bon conseil de l'UFC Que Choisir. Voilà, l'idée c'est 5 minutes pour répondre à une question, n'est-ce pas Guillaume? Oui, et donc elle a désormais son rond de serviette dans l'émission. Et comme chaque mois, c'est Gwenelle, le jeune juriste de l'UFC Que Choisir, qui va nous faire sa chronique. Et Gwenelle, ce mois-ci, vous nous parlez des arnaques au dépannage domicile. Alors ça a toujours existé, mais c'est en recrudescence. Non mais là c'est vraiment dramatique. Ça se maintient bien. Voilà, allez, voilà. On vous écoute. Ça n'arrête jamais. Alors bon, une fuite d'eau, une porte qui claque et c'est la panique totale. Non mais à la clé, parfois vous avez de très 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 mauvaises surprises. Moi ça m'est déjà arrivé une fois. J'en ai eu pour 800 €. C'était simplement claqué? Ouais, non mais pour ouvrir une porte à 1h du matin. Voilà. Ouais. Voilà, quand t'as pas le choix. La question, c'est si c'est seulement claqué ou si vous avez cassé la clé ou ce genre de choses. Mais bon, ça peut être parfois donc très 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 compliqué parce que vous avez quand même des professionnels qui ont des pratiques parfois assez douteuses et qui peuvent vous facturer ça à prix d'or. Quitte parfois à dégrader plus ou moins, par exemple, la porte pour essayer de pousser un petit peu plus. Voilà. Non, mais on peut avoir de très très mauvaises surprises. C'est ce qui a amené aussi à une évolution de la réglementation parce qu'il y avait énormément de dérapages. Et vous avez un arrêté qui est paru il y a quelques années, qui a dit qu'à partir d'avril 2017, vous aviez l'obligation de remettre un devis particulièrement détaillé, qui comporte un certain nombre de mentions. Déjà, identifier le professionnel, c'est déjà bien, mais ça vous indique aussi quelle va être la prestation qui va être réalisée, et puis des petits détails comme par exemple, je ne sais pas moi, plus ou moins le coût de l'intervention. Mais si vous êtes planté à 3h du matin, par exemple, la clé s'est cassée, il est 3h du matin, j'appelle quelqu'un, on n'a pas ce genre de réflexe. Mais justement, en fait, cet arrêté est bien, mais il n'a pas tout réglé comme problème, et on a toujours les mêmes difficultés. Et donc, il y a quelques principes à respecter. Déjà, anticiper, justement.
prévoir que potentiellement vous pourrez avoir une fuite d'eau, vous pourrez casser la clé dans la serrure ou ce genre de choses, et essayer d'avoir déjà dans le téléphone les numéros de professionnels qui peuvent être fiables. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sécurisent. Ça peut être utile d'avoir des professionnels comme ça, un petit peu de référence. Le bouche à oreille peut servir. Alors, il ne faut pas forcément se fier aux autocollants ou aux prospectus que vous avez dans votre boîte aux lettres. Oui, bien sûr. Pas forcément bon. Le référencement Internet aussi est extrêmement trompeur. Ah bon? Oui. Parce que pourtant, il y a des plateformes qui vous disent, en passant par la plateforme, c'est super. Les plateformes sont une chose, mais par exemple, si vous tapez professionnel près de votre adresse, ce genre de choses, comme par hasard, vous avez beaucoup de gens, enfin, vous avez beaucoup de serruriers, de plombiers qui apparaissent dans les références. Parfois, vous les avez dans la rue et vous vous dites, c'est bizarre, je suis passé devant et j'ai jamais remarqué qu'il y avait une officine. Oui, ça peut être une surprise. Ça, c'est véridique. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour le coup, je vous assure que je n'ai pas pris ce professionnel-là, par exemple. Je n'ai pas fait comme ça. Et en fait, si vous n'avez pas anticipé et si vous n'avez pas les numéros dans votre téléphone, dans ce cas, il ne faut surtout pas paniquer parce que ça va faire de vous une proie facile. Donc, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire déjà, c'est essayer de contacter votre assurance habitation. Parce que pour le coup, votre assureur peut vous orienter vers des professionnels plus ou moins de référence quand même, ça pourrait aider. Et sinon, si vous n'avez pas fait ça, si vous paniquez encore un petit peu, en tout cas, évitez l'intervention d'urgence. Par exemple, vous vous dites que vous aviez cassé la serrure à 3 heures du mat, ou je ne sais quoi. Voilà, alors, essayez de vous faire héberger par quelqu'un que vous connaissez. Prenez une nuit d'hôtel, ça vous évitera déjà le déplacement en urgence d'un professionnel. Si vous pouvez l'avoir déjà dans ses heures d'ouverture, ça réduira quand même très nettement la facture. Parce qu'il faut savoir que... Vous dites une nuit d'hôtel, mais parce que ça peut coûter beaucoup plus cher qu'une nuit d'hôtel. Ça peut coûter très cher. Moi, ça m'a coûté 800 €. Ouais. Les prix dans le secteur sont libres. Il faut le savoir. Et à partir du moment où les prix dans le secteur sont libres, ça peut être extrêmement compliqué. Surtout s'il y en a qui, comme je vous l'indique, peuvent allonger la note en essayant de dégrader un petit peu plus pour obtenir un petit peu plus que la prestation. C'est arrivé à un voisin, il a mis la clé dans la porte et il y avait de la colle dans la serrure. Oh, magnifique. Et il y avait un mec, un plombier, je crois qu'il a été épinglé après, qui s'amusait à aller dans les immeubles comme ça un peu au hasard. Pour dégrader avant. Il mettait de la colle et il distribuait les prospectus après. Histoire vraie, hein. Toute la difficulté, c'est de pouvoir rapporter la preuve après. Parce que si, par exemple, vous vous plaignez simplement du prix de la prestation, ça va être compliqué de contester la chose. Par contre, il faudra établir la manière dont ça s'est déroulé. Ensuite, vous pouvez prévenir la DDPP, c'est-à-dire la répression des fraudes. Vous pouvez porter plainte, vous pouvez essayer de saisir un juge, mais c'est quand même très, très aléatoire. Donc, l'idéal, c'est d'éviter ce genre de situation et donc d'anticiper, prendre ses précautions. Et si vous ne l'avez pas fait, ne pas réagir dans la panique. Et chez UFC, vous avez beaucoup de dossiers? Ah oui, on en a. Beaucoup, hein. On en a, et régulièrement, vous pouvez avoir des professionnels qui sont poursuivis devant le tribunal correctionnel pour ce genre de choses. Effectivement, il n'y a pas de, si vous dites le bouche à oreille, mais il n'y a pas de liste préétablie. Non. Non, c'est trop compliqué. Il n'y a pas une liste de professionnels agréés sur ce coup-là. Ouais. En tout cas, si ça se passe mal, si vous voyez que lorsque le professionnel arrive, il essaie de vous manipuler plus ou moins, qu'il n'essaie pas de vous remettre le devis avant sa prestation ou ce genre de choses, faites-le partir rapidement. Ça vous évitera de vous exposer à des problèmes. Et quitte à payer un déplacement, il vaut mieux payer un déplacement plutôt que de payer une porte à 4 000 €. Mais des fois, c'est 100 balles le déplacement. Hein. Voilà. Mais... C'est quoi le bon devis, en fait? Je sais que c'est une question bête, mais... C'est quoi, établi par un professionnel sérieux. Ouais. Mais, voilà, toute la difficulté, c'est de pouvoir choisir le professionnel, en définitive. D'où l'intérêt d'avoir dans son téléphone. Ça, c'est un bon tuyau, mesdames et messieurs. D'anticiper le truc. Vous avez des bons dans votre rue, ou vous avez des plateformes qui sont agréées, de qualité, qui ont un bon ranking, qui ont les habits clients vérifiés, par exemple, ça peut aider aussi à faire ça, mais vous l'avez dans votre téléphone si vous êtes planté. Voilà. Effectivement. Ce que vous dites, effectivement, c'est que si jamais vous êtes planté à 3 h du matin, comme ça m'est arrivé, vaut mieux aller à l'hôtel. Voilà. Ça peut coûter moins cher. Apaiser, et finalement, ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher parce que pour le prix que j'ai payé, j'aurais pu aller au Ritz sans problème. Voilà. Ah ouais, 800 balles. Comme quoi, c'est un bon conseil. Mais c'était ça où je rentrais pas chez moi, quoi. Voilà, ouais. Et sinon, dernier conseil pour le coup, si jamais, par exemple, c'est la porte claquée, on vous l'ouvre correctement, il n'y a pas eu d'arnaque sur le prix, c'est-à-dire on n'a pas essayé de défoncer la porte ou ce genre de choses, et on vous propose de rajouter une serrure, par exemple. Mais dans ces cas-là, par contre, vous avez un délai de rétractation par rapport à cette serrure-là. C'est quoi, c'est la loi Scrivener de 7 jours, c'est ça? Non, là c'est plutôt 14. Ah, c'est 14 jours, c'est 14... Oui, pardon. Par contre, on ne doit pas vous réclamer de l'argent dans les 7 premiers jours. C'est-à-dire quoi, un délai de rétractation? Je peux l'accepter? Vous avez un devis qui doit vous être remis par rapport à cette serrure, vous n'avez pas à faire les travaux dans la foulée. Vous avez la possibilité de retracter. Et je reviens sur la question un bon devis, c'est quoi? Un bon prix, je sais que c'est compliqué à dire, mais par rapport à une porte... Un bon prix, c'est difficile à évaluer. Mais parce qu'on dit 800 €, un dépannage, je veux me débloquer une porte. Si on essaie de vous coller 1 000 € pour une porte claquée, la clé, c'est pas une bonne idée. La clé qui est cassée dans la serrure, est-ce qu'on change la serrure?
La clé qui est cassée dans la serrure, oui, là pour le coup, on change la serrure. il faudra Ça plutôt coûte changer combien la en serrure. moyenne? Vous avez une idée ou pas? Les prix sont libres. Vous n'avez pas relevé le prix. Les prix sont libres. Oui, D'où l'intérêt de ne pas paniquer et d'anticiper le truc avant. Mais le pour type, avoir j'aurais pas l'OS. pu l'attaquer. De toute façon, il m'a dit c'est 800 balles ou je m'en vais. Quoi. Voilà. Bah, j'ai payé 800 balles. Et il voulait te payer en espèces en plus. Voilà. Bon, bah, très Encore intéressant. mieux. Non, mais c'est fou. Non, mais parce qu'à mon avis, la DGCCRF, la répression des fonds, doit certainement crouler sous la demande. Et on en a, signalements. j'imagine qu'on on a constaté beaucoup un certain nombre de cas comme ça pendant le confinement, parce que là, oui, nuit d'hôtel, bonne nouvelle. au revoir. Voilà. Comment, voilà, pour le coup, il n'y a pas eu d'augmentation significative liée à la question du confinement. En revanche, voilà, ce sont des arnaques qui se maintiennent et vous avez des poursuites régulièrement. Merci beaucoup, Gwenaëlle Lejeune, pour l'UFC Que Choisir. Conseil avisé, effectivement. Vous anticipez, vous mettez dans votre téléphone. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Si vous avez tonton, tata, un cousin, un ami, eh ben, écoutez, si vous êtes planté à 3h du matin, vous y allez si vous pouvez. Voilà, merci. On se voit le mois prochain, Gwenaëlle. Merci. Vous restez connectés. On enchaîne tout de suite avec notre grand rendez-vous de l'immobilier. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Ça vous concerne, mesdames et messieurs. Vous êtes bienvenus dans le grand rendez-vous de l'immobilier si vous venez d'arriver. Ça vous concerne, troisième et dernière partie, toujours présentée par l'ami Vincent, avec notre expert, et un expert et pas des moindres, expert avocat qui est avec nous, c'est Xavier Demezois. Bonjour Xavier, bonjour. Bienvenue. Spécialiste des locations meublées touristiques et avocat spécialiste en droit de l'immobilier aussi, bien connu des auditeurs du Grand Rendez-vous, vous avez déjà vu. Alors une première question. Et surtout, Vincent, un grand spécialiste des locations Airbnb. On peut le dire. On peut le citer, Une première question d'ailleurs sur ce sujet de Thibaut de Paris. Thibaut se plaint des fêtes beaucoup trop nombreuses chez son voisin qui fait de la location via Airbnb. Comment faire entendre raison à ce fameux voisin? Est-ce qu'il y a des moyens? À part lui taper sur la gueule, je veux dire. Non, je déconne. Surtout pas. Enfin. Mais non, mais je veux dire, à part le... Et d'ailleurs, il y en a beaucoup des fêtes comme ça. À part le molester. On a pu constater avec le confinement, la fermeture des établissements de nuit, des restaurants et des bars, finalement, les fêtes ont migré dans les appartements. Et effectivement, on a assisté, notamment dans les grands centres urbains comme Paris, à un développement, parfois un peu anarchique, des fêtes dans les grands appartements surtout. Alors, premier conseil que je vais donner à votre auditeur, c'est évidemment de prendre un conseil. Pourquoi ? Parce que le rôle du conseil juridique va être de rappeler à ce propriétaire indélicat qui loue son appartement sur une plateforme de type Airbnb, qu'il y a des règles à respecter. Et comme c'est une matière qui est extrêmement lucrative, et parfois les propriétaires font un peu la sourde oreille à agir en se disant ça rapporte finalement tellement d'argent de louer l'appartement sur une plateforme qu'on va attendre un petit peu que ça râle fort pour agir. Donc il faut tout de suite agir fort, il faut prendre un avocat. Que va faire l'avocat ? Déjà, dans un premier temps, il va se rapprocher éventuellement du conseil syndical ou du syndic pour finalement faire un peu plus pression sur ce propriétaire en lui rappelant les règles. Alors la première des règles, déjà, c'est de s'assurer que ce propriétaire ne viole pas les règles d'urbanisme. J'entends par exemple pour la ville de Paris, comme vous le savez, on ne peut louer son appartement en résidence secondaire sans avoir fait un changement d'usage. À défaut, on s'expose à 50 000 € d'amende. Et aujourd'hui, ça occupe 500 dossiers au tribunal. Donc la ville poursuit systématiquement. 500 dossiers. 500 dossiers, c'est inédit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, la première chose que pourra faire votre avocat, ça sera par exemple de se rapprocher des services de la ville pour s'assurer déjà de savoir s'il est ou pas en règle. S'il n'est pas en règle, la ville va systématiquement lancer un constat d'infraction. Donc il va y avoir une procédure qui va être engagée contre ce propriétaire par la ville de Paris. Maintenant, votre avocat va continuer son travail, il va ouvrir le règlement de copropriété, il va s'apercevoir que dans 9 cas sur 10, il y a une clause d'habitation bourgeoise dans l'immeuble. Et donc, comme les locations touristiques sont une activité commerciale aujourd'hui pour la jurisprudence, l'avocat va pouvoir rappeler dans son courrier au propriétaire qu'il viole la réglementation sur ce point. C'est quoi une clause d'habitation ? Pardonnez-moi, c'est quoi une clause d'habitation bourgeoise ? Une clause d'habitation bourgeoise, tout simplement, c'est quand dans une copropriété à Paris, très fréquemment, on va dire en 9 cas sur 10, vous avez les appartements sont dédiés à l'habitation. Oui. Bon, les rez-de-chaussée au commerce, par exemple. Et quand vous avez un appartement qui est dédié à l'habitation, vous ne pouvez avoir une activité commerciale dans les lieux, sauf à ce que ça ait été autorisé par la copropriété à une large majorité et qu'il y a eu les changements qui étaient faits au niveau de l'urbanisme. D'accord. Et ça concerne une très large majorité d'immeubles dans les grands centres. Et ça, on appelle ça une occupation bourgeoise. Oui, voilà. J'aime beaucoup le nom. Je veux bien le recours à l'avocat, mais le syndic peut le voir, ça. Bien sûr, le syndic... Normalement, ça peut être vite fait. Ça, le syndic peut faire ce travail, mais généralement, quand on fait appel à l'avocat, c'est que justement, le courrier du syndic n'a pas eu beaucoup d'effet. Et c'est souvent d'ailleurs le syndic qui vient me chercher au cabinet en me disant on n'y arrive plus, là. Il faut passer un peu à la manière forte. Clairement.
Voilà pour la réponse à Thibaut. Deuxième question. Troisième point qui est important quand même. Oui. Donc, dans la mise en demeure que fera l'avocat, il y a également le fondement du trouble anormal de voisinage. Celui-là, même si vous n'avez pas de clause dans le règlement de copro qui vous autorise ou pas à le faire, même si la personne est en règle avec la ville de Paris, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas faire de bruit de manière anormale, répétée, etc. Donc là encore, le travail va être de rapporter la preuve de ces nuisances, de les dénoncer au propriétaire, lui demander de cesser. Si jamais le courrier de l'avocat ne fonctionne pas, ça arrive dans 10-15% des cas, il faut passer au référé, avec une demande d'amende en astreinte dissuasive, très élevée, par exemple 1 000 € par location constatée, de manière à ce que le propriétaire n'ait plus l'idée de poursuivre, n'ait plus le gain de poursuivre. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. C'est un dernier point. On va rassurer notre auditeur. Vous avez donc, si j'ai bien compris, eu affaire à des cas comme ça. Ah oui, ça s'est soldé. Généralement, dans 9 cas sur 10, le courrier suffit. Maintenant, il m'arrive en ce moment, j'ai beaucoup de dossiers au cabinet avec des propriétaires à l'étranger, en Chine, en Asie, etc. Et comme on n'arrive pas à les avoir par courrier ou par mail, parce qu'ils répondent pas forcément, notamment dans les très beaux quartiers, eh bien, je suis obligé de passer par la case justice. C'est pas le choix. Et mon cher maître, quand vous avez un propriétaire quelque part, quand on lui dit il y a des fêtes chez lui, il n'a pas peur que ça dégrade un peu son appart il n'est pas attentif à ça Non, parce que en fait, pour vous donner un exemple, là, dans les beaux quartiers, j'ai un penthouse de 300 mètres carrés avec une terrasse. Donc, il loue ça à 200 € la nuit. C'est rien du tout à Paris, dans les beaux quartiers. 200 € la nuit pour un 200 mètres carrés. Ils peuvent être 20, 25 le soir à faire la fête avec des feux d'artifice. Et vous imaginez bien que finalement, ce propriétaire est très content de gagner 1400 € par semaine, x4. Voilà, donc par mois, il gagne plutôt bien. Et il n'y a pas de problème, il est content. Puisque les appartements ne sont pas meublés ou très peu. Il n'y a pas d'affaires personnelles, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas d'argenterie. C'est un lit, une cuisine, une salle de bain, un frigo. Et puis... mais 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, un penthouse à 200 €. Bon, c'est un cas à part, mais c'est pour vous expliquer qu'on peut faire la fête aujourd'hui à Paris. Vous me donnerez l'adresse ? Voilà. Alors... Allez, il y a une autre question de Géraldine de Lyon maintenant. Le locataire de Géraldine ne paie plus ses loyers depuis des mois. Elle a lancé des commandements à payer, mais impossible d'avoir une audience au tribunal avant la fin de l'année pour entamer une procédure d'expulsion. Qu'est-ce que peut faire Géraldine ? Quelle galère. Alors ça, c'est véritablement un drame aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui ressemble à celui de votre auditrice. J'ai une cliente qui va me voir au mois de février qui me dit, voilà, mon locataire est entré dans les lieux et il m'a quasiment dit le jour même qu'il ne paierait jamais ses loyers. Alors elle est très embêtée, cette petite dame, parce qu'elle a pris un crédit pour rembourser son appartement. Elle-même gagne 2 000 € par mois. C'est pas moi. Non. Le jour même. Comme si c'était Le jour même. Et avec le Covid, on a assisté à un développement très important des escroqueries, etc. Et cette personne doit rembourser 1 000 € par mois à sa banque. Donc elle vient me voir au cabinet, très embêtée, elle me dit qu'est-ce qu'on peut faire, je suis catastrophée. Je dis écoutez, on va appeler le greffe du tribunal de Juvisy, puisque l'immeuble était là-bas. J'ai appelé le greffe devant elle au mois de février. Il m'a dit maître, la première date disponible d'audience, c'est novembre 2021. Il m'a regardé, il me dit mais comment je vais faire ? Et attention, première date d'audience, ça ne veut pas dire que ça va être plaidé ce jour-là. Oui, parce qu'au mois de novembre, le locataire, peut-être avec son avocat... c'est une audience de mise en état. Va demander un renvoi probablement pour se défendre, ce qui est un droit qu'on peut refuser évidemment à la défense. Mais ça veut dire que c'est une audience qui va être plaidée en 2022, minimum. Et pour peu que le magistrat prenne un petit peu de temps, parce qu'il est saturé lui aussi pour rendre un jugement, on peut tomber en trêve hivernale, donc on peut tomber sur du 2 ans. Pendant 2 ans, ma cliente n'aura pas de loyer. Pendant 24 mois, elle ne pourra pas rembourser la banque et elle ne sait plus quoi faire. Alors... Quel conseil je dois donner justement aux auditeurs comme ça ? C'est effectivement, moi, une expertise que j'essaie de développer à mon cabinet. On ne peut faire l'économie d'une procédure. C'est incontournable, il faut un titre. On ne peut pas mettre les gens dehors de force, heureusement d'ailleurs. Donc, il faut un titre, il faut une décision de justice. Très bien. Ça, c'est ce que l'avocat doit faire, à minima. Mais en parallèle de cela, et c'est là où je pense que même les tribunaux encouragent ce genre de méthode, à titre personnel dans mon cabinet, je développe justement un système de négociation directement avec ces locataires-là. Soit, évidemment, quand ils ont un avocat, je traite avec mon confrère. Mais comment vous faites ? Eh bien, concrètement... Est-ce que vous leur donnez de l'argent pour partir ? Eh bien, je l'ai déjà fait. Enfin, mes clients l'ont déjà fait, évidemment. Alors, un jour, un client vient me voir, il me dit on a un squatter qui est là, qui nous doit 8 000 €, expulsez-le. Je dis très bien, je vais l'expulser, mais vous savez, ça va prendre un petit peu de temps. Oui, dépêchez-vous parce que je dois récupérer mon appartement rapidement. Je dis je ne peux pas faire l'économie des délais de justice. Eh bien, figurez-vous qu'on a abandonné la dette et on lui a donné de l'argent à ce locataire. Alors, mon client était choqué. Sur le moment, il était choqué. Mais il ne l'a pas été longtemps parce que personne n'est parti. Bon, on a trouvé un accord, on a fait un protocole. Et mon client, sur le moment, était un petit peu choqué de la démarche, mais il m'a rapidement, entre guillemets, remercié parce qu'il a fait ses petits calculs. 2 ans de procédure, sans loyer, sans rien. Eh bien, finalement... mais il y a mieux que ça. C'est-à-dire que tu payes la personne pour partir et en plus, parfois, on l'aide même à se reloger dans certaines situations. Sans entrer dans des cas qui vont aussi loin, moi, généralement, ce que j'essaie de négocier, c'est un abandon partiel, simplement, de la dette.
Voilà, où on laisse. Il y a un calendrier de départ. Par exemple, on va laisser 3 mois au locataire pour trouver autre chose. Il doit 7 000 €, on va descendre de 3 000 € par exemple sa dette. Mais ce sera toujours plus intéressant pour mon client. Je préfère que mon client mette cet argent dans ce protocole que de le mettre dans la justice, dans les huissiers, dans les avocats, dans tout ça. Oui, et puis il en a pour 2 ans. Parce que le client va être content, il reviendra nous voir, mais surtout il va récupérer son bien. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le plus important. Maître de Meusois, est-ce qu'on peut aller de trêve en trêve ? Je sais que c'est un peu caricatural, mais est-ce que c'est le cas ? Je prends un exemple. Avec la pandémie, la trêve a été décalée jusqu'en juillet. C'est plus une trêve hivernale, c'est une trêve estivale. Non, mais alors effectivement, bon, après ça, si vous voulez, pour défendre aussi beaucoup de locataires, donc évidemment, c'est délicat pour moi de répondre à des questions comme ça, puisque je pense que qu'on soit bailleur ou locataire, on a des droits à être défendus, ce qui est normal. Est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, on peut jouer les renvois, on peut jouer les calendriers, mais ça finalement, c'est quelque chose qui sert à personne de le faire, parce que c'est accumuler de la dette pour le locataire. On parle du locataire, mais cette négociation, ça aboutit donc ça aboutit très souvent. On reloge ou pas ? Alors, en fait, ça aboutit fréquemment quand on arrive à créer un contact avec le locataire, ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que n'oublions jamais qu'un bailleur et un locataire, ils ont avant tout, ils ont une dispute entre eux, si vous voulez, ils ont un conflit. Ils ont un conflit qui dépasse parfois le financier. Et l'avocat, quand il va venir prendre le relais du client, il va recréer un dialogue et il va recréer une situation. Mais non, on ne reloge pas. Non, mais je veux dire, pour convaincre vraiment la personne de partir, encore faut-il lui dire qu'on lui donnait une porte de sortie. Porte de sortie financière, mais la porte de sortie... du relogement. Où est-ce qu'il va habiter généralement, moi j'ai pu observer que les gens se relogeaient assez facilement. Finalement, au début, alors ils vont aller chez quelqu'un, chez un ami, etc. Mais ils voient leur intérêt financier quand même. Pour eux, parce que les locataires souffrent quand même évidemment d'avoir une telle dette et finalement de pouvoir régler ce problème-là. On a de la demande. Oui, en dehors des spécialistes qui font le coup à chaque fois, bien sûr. Mais c'est à la marge. Il y en a. C'est à la marge. Et on l'a. Merci beaucoup, Xavier de Meusois. Merci pour vos réponses. On retrouve votre cabinet à Paris, spécialisé donc en droit immobilier, vous l'avez compris, et puis aussi sur les locations via Airbnb. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Vos questions, vous les posez sur Facebook, le Club des Proprios. C'est le groupe pour adresser vos questions, et nous serons là pour y répondre le mois prochain. Et oui, le mois prochain, mon cher Vincent, c'est la 30e. Et alors pour la meilleure question du mois prochain, on offre le stylo Radio Imo. Ah oui, on est comme ça. Ah oui, on est. Alors là, on y va. Ah non, c'est la 30e. On recule de rien. Et on va peut-être même louer un penthouse de 300 mètres carrés dans le 16e pour faire la fête. Voilà, comme ça. Merci en tout cas, Vincent. On vous retrouve le mois prochain. Merci, maître Xavier de Meusois. Toujours au taquet, justement, pour vous donner les bons conseils. Vous qui nous écoutez, on se retrouve à tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. C'est la fin déjà, oui, ça passe très très vite. Notre 29e édition, on va se retrouver le mois prochain et c'est une mission spéciale, mon cher Guillaume, parce que ce sera la 30e, n'est-ce pas ? Oui, Sylvain, déjà 30, ouais. 30 émissions. 30 que je suis ravi d'avoir fait avec vous et puis aussi avec vous, chers auditeurs, tous. D'autant que on ne le dira jamais assez, on le dit à chaque fois d'ailleurs. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, donc merci. Et un grand merci aussi aux équipes de Capital, aux équipes de Radio Imo, effectivement, sans lesquelles ce programme ne verrait pas le jour. Et bien sûr, vous, le public, qui nous écoutez de plus en plus nombreux. Surtout, vous écrivez sur la page Facebook des Proprios, sur la page de Capital, pour poser toutes vos questions. Donc, rendez-vous le mois prochain, le 18 juin à 18h05, pour la 30e du grand rendez-vous de l'immobilier. Je pense qu'on va vous préparer peut-être quelques surprises assez sympa. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci aux équipes, encore une fois, de Radio Imo et de Capital. Et je vous dis au mois prochain. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières, partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières, partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier nouvelle génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.